Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, j'étais assez impatiente d'enregistrer cet épisode parce que vous commencez à comprendre un petit peu là au fil des mois. Il y a quelques mois, j'ai débuté par un petit test qui était « Tiens, j'ai envie qu'on discute un peu ensemble sur certains épisodes des représentations du travail dans la pop culture et de voir un petit peu, en fait, dans les films, les séries, les livres, les chansons, etc. Comment est-ce qu'on parle du travail? Comment est-ce que le travail est représenté? Et quelque part, qu'est-ce que ça dit à la fois de nous et de nos représentations, mais aussi parfois des injonctions au travail qui sont véhiculées de manière assez inconsciente dans notre imaginaire collectif. Je vais pas vous mentir, je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure que j'enregistre ces épisodes-là et avec les 2 premiers que j'ai faits sur Emily in Paris et puis sur la chanson Être bien d'Eddie de Pretto, en fait ça m'éclate beaucoup d'enregistrer ces épisodes parce que j'aime vraiment vous partager un peu mes réflexions sur le monde du travail à travers justement ce prisme un peu plus pop culture, un peu plus décontracté. Je trouve ça assez sympa. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous trouvez aussi ce concept sympa parce que j'ai un peu l'intention de le continuer. Et je vous propose qu'on fasse le 3e épisode, entre guillemets, de ce nouveau concept sur la pop culture avec une série. Je pense que vous devez, si vous la connaissez pas ou si vous l'avez jamais regardée, vous devez certainement en avoir déjà entendu parler. Peut-être que le célèbre Hello, have you met Ted vous dit quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous explique, c'est Barney, un des personnages principaux de la série Oh, I Met Your Mother, qui dit ça pour présenter des jolies filles à Ted célibataire. Et donc, on va parler aujourd'hui de cette série. Oh, I Met Your Mother, c'est l'histoire de Ted et de sa bande de copains qui évolue au fil du temps. Alors, on commence le pilote dans un salon dans lequel Ted va raconter à ses enfants l'histoire de comment il a rencontré leur maman. Et en fait, il s'avère que cette histoire est très très longue puisqu'elle dure 9 saisons, plus ou moins. Et vraiment, en fait, c'est un peu ça le fil conducteur, c'est qu'on a les enfants dans le canapé qui sont en train d'écouter ce que leur papa est en train de raconter, mais en fait, Ted va remonter dans son passé et raconter en fait toute sa vie à ses enfants et surtout à nous téléspectateurs. Et on se retrouve à suivre les aventures de cette bande de potes qui vont vraiment nous partager un petit peu leurs histoires de cœur, leurs histoires de couple, leurs histoires d'amitié, leurs histoires de vie aussi avec des décès, des études, etc. Donc il y a pas mal de choses qui se passent dans cette série et qui sont parfois un très bon reflet de notre réalité quotidienne à tous, si ce n'est que c'est un petit peu plus romancé évidemment. J'avais envie qu'on se penche un petit peu sur les représentations du travail dans cette série parce que comme il y a 5 personnages principaux dans cette histoire, eh bien en fait, ça va véhiculer des idées un peu différentes ou en tout cas le prisme sur lequel on va analyser le travail est un peu différent et c'est ça que j'aimais bien dans cette série et dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Donc évidemment, on commence par Ted, ce personnage principal de la série quand même, qui lui est un architecte, on va pas se mentir, quand même un peu maltraité par un patron assez égocentrique et qui a cette certitude que en étant silencieux, en souffrant entre guillemets en silence, en faisant toujours plus sans jamais rien demander en retour, il va finir par être récompensé, par obtenir la reconnaissance dont il a besoin. Et ça, c'est un schéma assez classique qu'on peut reproduire assez régulièrement au travail, cette idée de se dire je ne dis rien, je ne demande pas d'augmentation, je ne pose pas mes limites, je vais toujours en faire plus pour montrer à mon patron ma motivation et pour un jour pouvoir être reconnu, que ça soit avec plus de responsabilités, plus d'autonomie, un meilleur salaire, etc. Spoiler, malheureusement, dans beaucoup de cas, quand on fait en silence et que parfois on subit et qu'on accepte que les gens repoussent nos limites et d'aller toujours plus loin,
en fait, on n'obtient pas toujours la reconnaissance qui va avec, malheureusement. Et c'est là où on peut virer ou en tout cas pencher vers l'épuisement professionnel. Aussi, ça peut être une des causes, c'est ce besoin de reconnaissance où on va vouloir toujours en faire plus pour montrer son engagement et sa motivation. Un peu dans la même veine, on a Robin qui, elle, c'est l'amie journaliste qui a un peu le même sort que Ted, c'est-à-dire qu'elle est condamnée à faire les petits sujets un peu misérables du JT que personne ne regarde. Elle est appelée à toute heure du jour et de la nuit. Parfois, on la fait se déplacer et puis finalement on lui dit qu'on n'a pas besoin d'elle. On va lui donner des opportunités pour finalement lui refuser ces opportunités. Elle est placée enfin à un moment donné devant l'écran. Elle va enfin pouvoir présenter le journal. Donc pour elle, c'est un vrai accomplissement, c'est un vrai signe de reconnaissance. Et en fait, elle se retrouve à devoir faire un peu la speakerine, un peu potiche, un peu blonde, qui a pas vraiment de place pour valoriser le journaliste masculin qui est à côté d'elle. Donc là, on a quelqu'un qui travaille aussi avec beaucoup de passion, qui adore son métier, qui a envie d'être reconnu et qui se dit qu'en travaillant dur, elle finira aussi par gravir les échelons, par monter. Et puis, spoiler alerte, en fait, elle se rend compte que on lui en demande toujours plus, on repousse toujours ses limites, on la met parfois dans des situations qui sont très ridicules et pas du tout valorisantes pour elle ni pour son travail. Et donc, sa reconnaissance, en fait, finalement, elle l'obtient pas vraiment, vraiment. Alors évidemment, ces deux personnages, à un moment donné, ils pètent un plomb. Il y a toujours un moment de bascule et dans la vraie vie aussi, en fait, quand on est une personnalité comme ça, qui a tendance à ne rien dire, à faire les choses en silence, à pas trop se mettre en avant, à donner toujours plus pour montrer son engagement en se disant je fais en silence et on finira bien par reconnaître la valeur de mon travail et je serai récompensée. À un moment donné, quand on est face à des gens qui sont capables de percevoir la valeur et qui sont reconnaissants, des gens qui travaillent avec eux, etc., et quand on est dans une culture où on remercie chacun et on a conscience de la valeur de chaque être humain, ça peut fonctionner, ce côté silence. Mais quand on est dans une culture où on va avoir un patron qui dit « Ah ben très bien, cette personne elle est prête à tout, donc je lui en demande toujours plus », et sans vraiment accorder la reconnaissance qui va avec, alors là, on peut s'épuiser, comme je le disais, mais aussi à un moment donné, ça peut nous faire vriller. Et souvent, c'est ce qui se passe si on va péter un plomb, que ça soit l'épuisement va nous dire stop, ou alors on va poser sa lettre de démission, ou alors on va partir à l'autre bout du monde parce qu'on en a complètement marre et qu'il faut qu'on change d'air. Donc il y a vraiment ce côté, il y a un switch à un moment donné, et dans la série, c'est ce qui se passe aussi. Il y a un switch à un moment donné, et quand ils osent enfin poser leurs limites, quand ils osent enfin dire les choses, c'est à ce moment-là qu'on voit que Ted devient un architecte renommé, Robin devient une journaliste pour qui ça fonctionne hyper bien. Et donc, quelque part, c'est une très bonne leçon pour nous de se dire, faire toujours les choses et en faire toujours plus en croyant qu'à un moment donné, on va être récompensé de ce toujours plus-là, ça nous conduit souvent plutôt à ne plus trop mettre de limites et se laisser complètement dépasser et pas spécialement la reconnaissance qu'on attend. Alors que quand on ose s'exprimer, qu'on ose enfin mettre ses limites, qu'on ose enfin dire je suis là, j'existe, j'ai une valeur et j'aimerais qu'elle soit reconnue, à ce moment-là, les choses changent. Alors pas forcément toujours dans l'entreprise dans laquelle on est. Ça dépend de la culture d'entreprise et ça dépend à quel point les gens qui sont en face de nous sont réceptifs et à l'écoute. Mais en tout cas, moi, je trouvais que c'était une assez bonne leçon de se dire posez vos limites. Posez vos limites parce que ça ne fera pas de vous quelqu'un qui est moins engagé au travail, qui est plus fainéant. Poser ses limites, c'est important. Ça permet juste de dire j'existe, je sais que j'ai une certaine valeur et cette valeur-là, outre le fait que j'attends qu'elle soit reconnue, je suis capable de la reconnaître moi-même et donc de pas toujours devoir en faire plus et m'écraser et entre guillemets souffrir en silence pour qu'enfin un jour quelqu'un daigne me dire ah bah oui c'est bien ce que tu fais en fait. Il y a deux autres personnages qui ont un peu le même dilemme, c'est Lily et Marshall. Lily, elle est institutrice et à un moment donné, elle plaque tout pour suivre son rêve, pour essayer de se lancer dans la peinture, parce que c'est un métier passion, ça vibre, et donc elle est en quête de sens, quitte à carrément s'endetter pour pouvoir réaliser son rêve. Et de l'autre côté, on a Marshall qui lui est avocat, qui veut s'engager pour les opprimés et qui se retrouve plutôt à un moment donné à vendre son âme à un cabinet qui défend plutôt les offenseurs que les opprimés. Avec ce dilemme de se dire, en fait, oui, les opprimés c'est cool, mais là je suis en bénévole, j'ai pas d'argent, on sait pas payer nos factures.
Et d'un autre côté, il a cette opportunité dans un cabinet où c'est un peu moins éthique, mais par contre où il va gagner de l'argent et où du coup il va pouvoir avoir cette sécurité financière. Et on se retrouve souvent dans nos vies aussi à avoir ce dilemme entre d'un côté un job qui va pas spécialement nous satisfaire, pas forcément exploiter nos compétences, qui parfois est un peu désaligné avec nos valeurs ou avec notre éthique, mais qui nous apporte une sécurité financière. Et on peut avoir un peu cette balance entre, bah oui, mais d'un côté, j'ai une sécurité financière et de l'autre, en fait, il y a pas de sens, ça m'éclate pas, c'est pas aligné avec l'éthique que moi j'ai envie d'avoir, etc. Et donc ça, c'est des questionnements qui sont hyper importants aussi et qu'on peut tous rencontrer dans notre quotidien. Et en fait, c'est hyper légitime à un moment donné, on a besoin d'argent pour payer nos factures et donc c'est hyper légitime de se dire, c'est ça qu'on veut, qu'on va mettre en priorité. Sauf que effectivement, et aujourd'hui on le voit, cette quête de sens, elle prend de plus en plus de place dans la société, aussi parce que être dans un travail qui ne nourrit que l'aspect financier, c'est aussi favoriser un terreau assez fertile pour l'épuisement professionnel. Pourquoi? Parce que un travail qui me demande beaucoup d'énergie parce que, c'est pas aligné avec mes valeurs, parce qu'il y a une dissonance cognitive entre, ce que je fais et ce qu'on me dit, parce que c'est pas aligné avec mon éthique, parce que ça n'exploite pas mes compétences. Ça veut dire que dans ce quotidien au travail, en fait, je vais donner beaucoup d'énergie aux tâches que je suis en train d'effectuer, mais je vais en recevoir très, très peu en retour. Alors soit je suis une personne qui arrive à compenser avec beaucoup d'activités qui me donnent de l'énergie en dehors de ce temps de travail, soit j'arrive pas à compenser et à un moment donné, ça peut m'amener malheureusement à un épuisement. Donc ça, il faut toujours aussi être vigilant quand on se dit je vais privilégier la sécurité financière. C'est hyper important évidemment parce que la sécurité financière est aussi une source de stress et si on ne l'a pas, ça peut aussi être très très problématique pour nous. Mais jusqu'à quel point est-ce que on est prêt à sécuriser ce côté financier par rapport à nos valeurs, à nos compétences. Et l'essentiel, c'est d'arriver à trouver le juste milieu, le juste équilibre pour ne pas s'épuiser dans un travail qui n'a pas assez de sens ou qui n'est pas assez nourrissant pour nous, si ce n'est que financièrement. Et le petit dernier dont je voulais absolument vous parler, c'est ce fameux Barnet. Barnet, c'est le gars qui est en costard-cravate avec son petit attaché-caisse, avec un appart qui est hyper luxueux, dans un bureau au dernier étage d'une tour, d'un gros cabinet. Et en fait, personne ne sait ce qu'il fait. Littéralement, personne ne sait en quoi consiste son travail. Et pendant des saisons entières, en fait, personne ne sait ce qu'il fait. Et c'est un peu un running gag parce que quand les gens lui demandent « Mais en fait, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie ?» Sa réponse c'est « Please », avec un petit air un peu condescendant, une réponse un peu vague, à la fois drôle et en même temps, il entretient un espèce de mystère autour de son job. Mais ça nous laisse avec une vraie réflexion parce que ça fait très, très écho à ce qu'on va appeler les bullshit jobs, qui est une notion qui a été théorisée par David Graeber. Le bullshit job, c'est le job qui n'a pas de sens et qui n'a pas besoin d'exister par excellence. C'est-à-dire, c'est un job qui ne sert à rien. Si demain tu supprimes ce job-là, ça va rien changer. Le travail va pouvoir continuer à se faire, la société va continuer de tourner. Typiquement, des gens qui passent leur temps à remplir des dossiers que personne ne lira jamais, par exemple. Et donc ça, on a un peu, avec le secteur tertiaire et avec cette idée de service et avec tous ces gens qui travaillent dans des bureaux, on a un peu développé ce truc de, oui, il y a des gens qui font ce qu'on appelle des bullshit jobs et on ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas trop à quoi ça sert ou si ça sert vraiment à quelque chose. Et parfois, eux-mêmes ne savent même pas définir réellement ce qu'ils font. Là où on se retrouve vraiment dans l'archétype du bullshit job par excellence avec Barnet, c'est que, en fait, lui, il n'a pas besoin d'avoir un métier qui est utile, qui est clair, où les gens savent ce qu'il fait, mais il a un job qui impressionne. On sait qu'il a de l'argent, on sait qu'il a un statut et c'est ça qui est valorisé. On valorise là son statut, mais absolument pas le sens de ce qu'il fait au quotidien. Ce qui peut aussi nous amener à toute cette dynamique d'injonction à la performance, au culte du pouvoir, etc. Où quelque part, on a parfois des fonctions, des métiers qui sont très opaques et où on peut vraiment se poser la question de leur nécessité dans l'entreprise. Mais par contre, à côté, on voit qu'il y a une reconnaissance salariale, une reconnaissance de statut qui est associée à ce métier-là et ce qui peut aussi nous questionner.
C'est aussi parfois ce qui va créer des dynamiques un petit peu conflictuelles dans les entreprises, notamment parce que les managers ont souvent un poste où ils vont avoir un peu plus d'argent, où on va voir qu'il y a un statut social qui est différent et où parfois, en tant qu'employé, tu ne comprends absolument pas ce que ton manager fait de plus que toi, voire tu as l'impression qu'il en fait moins, voire qu'il fait rien du tout, voire que son job est carrément inutile. Donc c'est hyper important en entreprise de pouvoir être hyper transparent sur les rôles et les objectifs de chacun au sein de la société pour justement qu'il n'y ait pas ces conflits où va avoir l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont des titres, qui ont du prestige, mais qui ne font pas un travail qui est réellement utile et pertinent pour le bien-être de l'entreprise de manière globale. Ce que j'adore avec cette série, c'est qu'elle nous permet vraiment d'avoir plein de grilles de lecture du monde du travail et de nos représentations du travail, que ce soit ce besoin de reconnaissance et la difficulté de poser nos limites, que ce soit la quête de sens versus la sécurité financière parfois qu'on va avoir besoin et qui va primer, ou ce questionnement qu'on peut avoir sur ces bullshit jobs qu'on remet vraiment en question aujourd'hui dans la société en se disant est-ce que ces rôles sont vraiment encore nécessaires? Donc ça nous amène plein de questionnements sur le monde du travail. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'elle nous dit beaucoup de choses sur le monde du travail, mais en montrant presque rien. Parce qu'en fait, majoritairement, on les voit pas beaucoup travailler. On est beaucoup plus souvent au bar avec eux, ou en soirée, donc à vivre avec eux leurs péripéties, que à vraiment les voir travailler en tant que tels. Et c'est là où je trouve que la série est hyper ingénieuse parce que elle vraiment véhicule pas mal les représentations qu'on a du travail, alors même que son focus n'est pas du tout fait sur le travail, le quotidien au travail des personnages. Bon, moi, je vous conseille de partager cet épisode avec un de vos collègues qui a regardé cette série et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, vous, c'est quoi la série ou le film dont la représentation du travail vous a vraiment interpellé? Ça, c'est un truc, j'ai vraiment envie de savoir. Donc, dites-moi en commentaire. Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEco Design. Et puis, si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et oui, je suis toujours là. Tu commences à être habitué à m'entendre encore. La semaine prochaine, épisode hyper particulier puisque ce sera un épisode invité, mais avec un beau combo d'invités. Je ne t'en dis pas plus, mais on se retrouve la semaine prochaine pour cet épisode tout particulier.